ensuite revisionner sur la chaîne YouTube de l'ANIA. Je vous souhaite la bienvenue. Euh, je suis Françoise Gorga, je m'occupe d'innovation à l'ANIA et aujourd'hui on vous propose un webinaire sur le financement des projets d'innovation et des projets industriels dans le secteur de l'agroalimentaire. C'est notre partenaire ABF Décision qui va présenter aujourd'hui. Donc je remercie Régis Lamy d'être là. Juste quelques mots sur la façon dont ça va se passer. Je vous laisse écouter la présentation et poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Vous avez une petite icône en haut qui vous permet d'envoyer des messages. C'est moi qui adresserai les questions en fin de webinaire à Régis. Certains d'entre vous ont demandé à bénéficier de rendez-vous avec des experts d'ABF Décision. Ce sont des rendez-vous gratuits qui ont pour objet d'échanger avec vous sur vos éventuels projets, essayer de les qualifier et éventuellement de les orienter vers certains guichets, euh, sans engagement de votre part, hein. Après, si vous voulez continuer à travailler, aller plus loin avec ABF, évidemment, vous en avez la possibilité, mais ce n'est pas une obligation du tout. Si parmi vous, d'autres se disent à la fin du webinaire que ça pourrait être intéressant d'avoir cet échange avec des experts, vous pouvez vous adresser à moi ou à Régis en direct pour organiser ces rendez-vous-là. Donc, l'enregistrement a démarré. Je vais donner la main à Régis. Coupez bien vos micros. Euh, Posez vos questions dans le chat. Je les adresse en fin de webinaire. Et je crois qu'on peut y aller si je n'ai rien oublié. Merci beaucoup à ABF d'animer ce webinaire. Et merci à vous d'être là. Globalement, en ce moment, il y a beaucoup d'opportunités de financement pour les différents projets agroalimentaires. On était un secteur prioritaire au moment du Covid et a priori, on va être de nouveau considéré comme un secteur prioritaire maintenant avec la guerre en Ukraine parce que cette guerre a un impact forcément sur le prix des matières premières, sur la production, sur la souveraineté alimentaire. Donc, a priori, des guichets de financement, il va y en avoir. Il faut les connaître pour pouvoir en bénéficier de façon appropriée. Voilà, donc Régis, je te passe la main, posez vos questions, je les adresse à Régis ensuite et bah, c'est parti. Très bien. Merci beaucoup, Françoise, pour d'une part cette introduction, d'autre part cette invitation à pouvoir vous donner un certain nombre d'informations ciblées. J'excuse Franck Maudou qui était prévu initialement à la présentation de ce webinaire et qui, face à un agenda qui s'est modifié en dernier moment, m'a proposé de prendre le relais. Et merci à vous aussi d'être présent à l'écoute et pour vos futures questions. Le programme est assez simple, hein. Au-delà de vous présenter ABF Décision, ça va prendre à peine 1 minute. L'idée, c'est de se concentrer sur plusieurs sujets. D'abord, vous offrir une vision assez panoramique et synthétique de l'organisation des financeurs publics en France. Une fois que cette vision sera posée, on rentrera vraiment dans le cœur du sujet du webinaire d'aujourd'hui, qui nous permettra d'arriver sur un décryptage de 2 grands plans ou programmes d'aide à l'investissement, qui sont France 2030 et le PIA 4. Et une fois qu'on aura fait ce travail de décryptage, on passera sur l'identification d'un certain nombre d'opportunités. Et là, ça prend la forme de dispositifs d'aide sur lesquels je m'arrêterai un petit peu plus longtemps. Et vous pourrez peut-être vous reconnaître dans ces opportunités-là et à ce moment-là, les saisir. Et puis pour finir, je vous communiquerai les 4 grandes règles que nous, on respecte absolument pour réussir les demandes d'aide, et ça pourra vous éviter de tomber dans certains écueils. Sur la présentation d'ABF Décision, pour faire rapide, nous sommes une PME de plus de 70 personnes aujourd'hui qui existe depuis 19 ans, donc presque 20 ans d'exercice sur ce métier. On fait ce métier depuis 20 ans, métier qui consiste à aller chercher des aides publiques pour le compte de nos clients, qui sont essentiellement des entreprises. Et pour faire ce métier, on a divisé nos équipes en deux grands départements. Un département développement, auquel moi je suis rattaché, et qui porte le développement d'ABF Décision et son rayonnement. Et on a également un département consultant, c'est vraiment le cœur du réacteur d'ABF Décision, une 50aine de consultants qui sont des ingénieurs, parfois des docteurs, avec des profils techniques et scientifiques complémentaires les uns des autres, ce qui nous permet de couvrir un large champ de situations qui nous sont proposées. Et ces consultants sont les personnes qui mènent les missions aux côtés de nos clients.
Une PME indépendante avec 3 associés fondateurs qui sont toujours aux commandes de l'entreprise et toujours opérationnels. Et cette organisation a permis de lever un peu plus de 220 millions d'euros d'aide en 2021, essentiellement sous forme de subventions. Alors, quand on intervient avec cette problématique d'optimiser la levée de financement public pour financer un projet, on a un regard à 360 degrés sur 4 thématiques. Les 4 principales thématiques qui aujourd'hui occupent nos clients sont la R&D et l'innovation, l'investissement productif sous presque toutes ses formes, le développement international, ainsi que des enjeux environnementaux qui passent parfois par des investissements qui sont coûteux. Voilà pour la présentation d'ABF Décision. Comme convenu, je voudrais vous dresser un panorama synthétique de l'organisation des financements publics en France, puisque sans ce panorama, on peut avoir du mal à appréhender la logique des dispositifs qui en découlent. Si on regarde d'un point de vue géographique. Régis, la présentation ne bouge pas à l'écran, en tout cas chez moi. Est-ce que là, elle bouge? Non. Alors, je vais passer en mode comme ça, et je pense que là, ce sera mieux. Est-ce que ça a changé, Françoise? Oui, on a changé de slide. Okay. Tu peux le mettre en plein écran si tu veux. Je ne sais pas si c'est plus facile pour toi. Ouais. Là, c'est en plein écran? Non. D'accord. OK. Donc, je vais peut-être rester comme ça, pour être sûr que tout le monde suit bien les mêmes slides que moi. OK, ça va. C'est bon? Désolé hein, pour l'environnement de l'écran. Donc, sur le panorama, si on suit une logique géographique, vous allez avoir une organisation qui va partir de la Commission européenne et qui va ruisseler ensuite jusqu'aux régions, puis les intercommunalités. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la Commission européenne, elle a 2 grandes fonctions autour des aides publiques. Elle a d'abord une fonction réglementaire, c'est-à-dire qu'elle va édicter un corpus réglementaire qui va préciser dans quel cadre les aides publiques peuvent être diffusées dans sa zone. Et ce corpus réglementaire, il dit une première chose, c'est que les aides d'État aux entreprises sont interdites. Et ensuite, il organise autour de cette interdiction des cas dérogatoires qui prennent la forme de régimes. Pour ceux qui sont un peu plus aguerris sur le sujet, ça va être des régimes RDI, des régimes PME, des régimes environnement. Voilà. Il y a aujourd'hui une dizaine de régimes sur lesquels nous on travaille très régulièrement. Et voilà pour la première fonction réglementaire. Et la deuxième fonction, elle est budgétaire, c'est-à-dire qu'elle a pour fonction de collecter des fonds, puis de les réorienter en les redistribuant. Et en les réorientant, elle peut en garder une partie à sa main pour financer en direct des gros programmes de R&D et d'innovation. On est capable d'aller chercher ces fonds-là en direct auprès de la Commission européenne. Et elle peut aussi loger ces fonds-là dans des fonds thématiques, FEDER, FEADER, FEAMPA, FSE+, qui, eux, seront mobilisés par des autorités de gestion qui en France sont les régions. Autrement dit, la Commission européenne, ne pouvant pas tout faire, a délégué une partie de la diffusion de ces fonds à d'autres opérateurs. Entre la Commission européenne et les acteurs locaux, vous allez avoir l'État, bien sûr, qui historiquement, et là c'est la partie basse de la slide en vert, qui historiquement soutenait les programmes d'innovation et de R&D avec des dispositifs soit fiscaux, avec le crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, soit avec des aides sous forme de subventions ou de mix subventions avance récupérable, où là on est dans le programme d'investissement d'avenir. Et là, en ce moment, la 4e vague, et c'est une partie de l'objet de ce webinaire, je rentrerai dans le détail un petit peu plus tard. Ce qui a été nouveau ces dernières années, c'est que l'État, en plus de financer l'innovation, a financé l'investissement, notamment avec le plan France Relance dont tout le monde a entendu parler, et désormais avec le plan France 2030 qui est en phase de démarrage, et sujet sur lequel on va revenir dans le détail également dans les prochaines slides. Maillon très important également dans la diffusion d'aide publique, les régions. Notamment sur l'agroalimentaire, les régions ont des capacités d'intervention en activation du fonds FEADER qui sont significatives et dont il ne faut pas se priver pour des programmes d'investissement. Sur la slide suivante, ça vous offre une vision complémentaire puisque au-delà des grands acteurs que sont les régions, l'État et l'Europe, vous allez avoir des opérateurs d'État qui sont en mesure d'intervenir avec une logique plus thématique ou sectorielle. BPI France, historiquement, intervenait sur des sujets d'innovation et est devenu un canal de diffusion d'appels à projets incontournable. L'Agence Innovation Défense, ça ne vous concerne pas, ou moins en tout cas, sur la filière agroalimentaire. Par contre, l'ADEME, France Agrimer et les agences de l'eau peuvent être de vrais leviers pour compléter votre démarche de demande de financement public. Voilà pour la partie panorama global.
Maintenant, je vais rentrer dans le travail qui nous a été commandé par l'ANIA, qui est vraiment d'offrir un décryptage de deux grandes notions qui occupent l'espace médiatique aujourd'hui, que sont France 2030 et le PIA 4. Et je vais commencer par France 2030. L'objectif de France 2030, tel qu'il a été énoncé au mois de novembre par le chef de l'État, est de continuer à développer la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir. Et il va prendre une organisation, ce programme, qui est assez spécifique, puisqu'elle est déclinée autour de 10 objectifs. Et ces 10 objectifs ont pour fonction à la fois de mieux produire, de mieux vivre et de mieux comprendre. Et là, je m'en remets aux propos introductifs de Françoise. Évidemment, les questions de souveraineté sont centrales. Nous, on les perçoit depuis environ 3 ans dans les différents appels à projets. Et cette question prend de plus en plus d'épaisseur et elle va continuer à en prendre au fur et à mesure qu'on va vivre des crises qui vont nous mettre face aux limites qu'a proposé la mondialisation. Ensuite, en termes budgétaires, ce programme, tel qu'il a été communiqué, est doté de 34 milliards d'euros sur 5 ans, 30 milliards d'euros qui devraient être distribués sous forme de subventions, 50% vers des dépenses de décarbonation de l'industrie et 50% à des acteurs émergents ou porteurs d'innovation, mais également des fonds qui pourront intervenir sous forme de capital dans les sociétés, notamment des sociétés un petit peu jeunes qui sont en train de passer des caps. Ça peut être des caps en termes d'innovation ou des caps d'un point de vue industriel. Et il y a donc des fonds qui sont sanctuarisés pour ces types de configurations. Vous allez avoir des grandes thématiques qui vont pouvoir être soutenues. Je vais pas vous lire la slide, ça n'a pas grand sens. Ce support vous sera de toute façon mis à disposition. Mais vous allez retrouver un dénominateur commun dans les 4 paragraphes qui suivent, qui est vraiment la question de la souveraineté. Comment on fait aujourd'hui pour assurer les chaînes d'approvisionnement sur des filières stratégiques? Comment on fait pour produire avec les ressources dont on dispose ou les ressources qu'on a besoin de développer pour produire sur notre territoire et moins dépendre de l'externe, mais également en termes de ressources humaines, comment on s'organise pour que les compétences qui seront nécessaires dans 2, 5 ou 10 ans, on puisse déjà les anticiper et accompagner la main-d'œuvre sur l'acquisition de ces compétences. Donc, vous voyez, donc c'est vraiment réfléchi au sens large et donc ce plan France 2030 peut soutenir des typologies de projets très variées. Je vous parlais tout à l'heure de la déclinaison de France 2030 en 10 objectifs. Eh bien, les voilà. Vous allez avoir dans la catégorie des objectifs qui consistent à mieux produire, bien sûr, un soutien à la filière nucléaire avec l'émergence de petits réacteurs, l'hydrogène vert, qui est un vrai sujet et avec des enjeux d'investissement massifs pour aider une filière à se structurer sur le territoire français, l'émergence de véhicules hybrides électriques et l'avion bas carbone. Et vous avez, dans le mieux produire également, une logique d'industrie décarbonée qui peut tout à fait s'appliquer à des industries de l'agroalimentaire, puisque sur certains secteurs d'activité, l'intensité énergétique de des usines sont simplement très importantes. Et donc, vous avez des outils d'aide qui peuvent vous aider à décarboner votre industrie. Ensuite, sur la partie mieux vivre, vous allez avoir l'alimentation saine, durable et traçable. Je vais revenir en détail tout à l'heure dessus, donc je ne m'appesantis pas tout de suite. Et le secteur de la santé, notamment des biomédicaments qui est largement soutenu, ainsi que les contenus culturels et créatifs. Et dans le mieux comprendre, il y a une volonté de continuer à exister ou d'exister encore davantage sur les domaines spatials et vraiment d'explorer encore un grand domaine de l'inconnu qui est celui des fonds marins. Et avant de rentrer dans le PIA et pour finir sur France 2030, là, je fais un petit focus réglementaire. Au début de ma présentation, je vous ai expliqué que la Commission européenne avait 2 grandes fonctions, l'une réglementaire, l'autre budgétaire. Eh bien, dans la fonction réglementaire, vous avez une interdiction qui est entourée de cas dérogatoires qui prennent la forme de régimes. Ces régimes peuvent être permanents ou peuvent être transitoires. Et là, vous avez un régime transitoire, le régime Covid, dont certains ont entendu parler, qui initialement avait été mis en place courant 2020 avec un plafonnement de 800 000 € et une validité au 31 décembre 2020. Et il avait pour fonction de pouvoir permettre aux financeurs publics de soutenir des entreprises qui étaient en difficulté du fait de la crise économique qui était liée à la crise sanitaire Covid. Ce régime a finalement été prorogé plusieurs fois, et là, il s'éteint au 30 juin 2022, et non seulement prorogé, mais également élargi. C'est-à-dire qu'il est passé de 800 000 € à 2,3 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une seule et même entreprise, en mobilisation de cet unique régime, un financeur public peut aller jusqu'à 2,3 millions sous forme de subvention pour soutenir les projets de l'entreprise. Deuxième élément important, et qui concerne l'évolution de ces régimes,
il y a un régime que l'on nomme AFR, qui signifie aide à finalité régionale, et qui permet d'accompagner de façon plus marquée des projets qui sont situés dans des communes qui souffrent d'un développement économique amoindri. Et donc, ces zones considérées comme prioritaires en termes d'aide permettent d'avoir des taux d'intervention qui sont bonifiés. Et pourquoi on fait ressortir cette notion? Tout simplement parce que la carte du régime AFR va être non seulement revue, donc certaines communes n'y seront plus, d'autres y rentreront, et surtout le régime va être bonifié, voilà, de plus 5%. Donc ça peut faire des différences assez importantes sur certains programmes. Là, je vais zoomer parce que, comme je ne suis pas en plein écran, François, je te laisse me dire si c'est visible ou pas. Ce petit tableau, c'est un tableau synthétique qui reprend les principaux régimes qu'on est en mesure d'activer aujourd'hui sur des projets portés par des industriels de l'agroalimentaire. Ça va, on Vous allez... voit. Ouais, très bien, merci. Vous avez le fameux régime temporaire que j'ai précisé tout à l'heure, Covid, qui lui peut aller jusqu'à une intensité théorique de 80% et qui s'applique sur l'ensemble des tailles d'entreprise, ce qui est extrêmement rare. Les autres régimes, vous voyez, sont découpés avec des intensités variables en fonction de la taille de l'entreprise et en fonction des thématiques également. Donc sur l'investissement industriel, en fonction de notre zonage, AFR ou non AFR, et en fonction de la taille de l'entreprise, vous aurez une capacité maximale d'intervention du financeur public qui sera différente. Voilà, donc ça c'est pour la logique des régimes d'aide. Ça peut paraître un petit peu compliqué. En réalité, c'est incontournable dès lors que vous voulez être efficace dans la mobilisation de vos aides publiques. Il faut absolument maîtriser cette mécanique-là. Voilà pour les éléments principaux de décryptage de France 2030. Si maintenant je fais un focus sur le PIA 4, qui est un autre levier de soutien extrêmement puissant par le gouvernement, ce PIA 4, il est décliné autour de deux grands axes et il a vocation à soutenir l'innovation et d'accompagner la transformation de la France au sens large. Il y a d'une part une notion d'innovation structurelle et d'autre part l'innovation dirigée. Si je commence par l'innovation structurelle, dotée de 7,5 milliards d'euros, elle a pour fonction de pérenniser le financement de l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous allez retrouver là-dedans l'ensemble des dispositifs que l'on rencontre depuis déjà pas mal d'années. Donc, vous avez une certaine stabilité dans les dispositifs d'aide. Et pour le secteur privé, vous allez notamment retrouver des dispositifs qui peuvent être vraiment intensifs sur des concours ILAB ou concours Innov, ou alors même des PIA régionalisés ou des blocs d'aide à la main de BPI France. Voilà, donc là, on va être sur la catégorie des aides à l'innovation. Cet écosystème d'aide est parfaitement maîtrisé et on va dire assez récurrent. Au-delà de ça, le gouvernement a souhaité rajouter une plaque d'innovation dirigée. Son idée est de dire qu'on va passer sur une logique top-down où en fait le gouvernement va donner de grands axes d'innovation et va inviter des porteurs de projets à suivre ces axes-là pour trouver des réponses à des problématiques stratégiques pour la nation. Et donc vous allez avoir des programmes prioritaires de recherche, vous allez avoir des enjeux de maturation de technologie, de démonstration et d'amorçage de la R&D, de déploiement de cette R&D, et puis d'accélération de la croissance où là on sera sur une intervention en fonds propres. Voilà, donc cette mécanique fonctionne bien. Le couple innovation structurelle et innovation dirigée est très efficace et je vous donnerai quelques dispositifs tout à l'heure qui vous montreront que les dispositifs sont également accessibles. Si je fais un peu la fusion et la synthèse de ce que je viens de vous dire sur ces deux grands plans que sont France 2030 et PIA 4, vous allez avoir une dotation sur la trajectoire alimentation saine, durable et traçable, une dotation supérieure à 2 milliards d'euros à saisir sur une durée d'environ 4 à 5 ans, qui sont la durée de ce programme. Et vous allez avoir bien sûr le France 2030, l'investissement d'avenir. Et j'ai également fait figurer France Relance, puisque vous avez des queues de programmes et de budget France Relance qui viennent soutenir également des dispositifs qui par ailleurs peuvent être soutenus par le PIA 4 ou qui peuvent endosser l'estampille France 2030. Voilà, donc il y a une certaine porosité dans ces deux budgets, notamment entre France Relance et France 2030, c'est pour ça que je l'ai indiqué ici. L'objectif finalement, c'est de réussir notre transition. Transition au niveau agricole, ça touche à l'amont, mais également une transition alimentaire qui va toucher au maillon de la transformation et à l'aval au niveau de la consommation. Ça permettra de construire la chaîne alimentaire de demain, mais également de construire cette chaîne en prenant garde à la protection de l'environnement et à la préservation de la biodiversité.
Désormais, je vais passer sur la présentation d'un certain nombre de dispositifs, dispositifs qui sont actuellement ouverts. Et les 3 dispositifs que vous avez sous les yeux sont des dispositifs qui sont rattachés à la stratégie nationale alimentation durable et favorable à la santé. Le premier d'entre eux, il est à la main de l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche, et c'est un AMI, donc appel à manifestation d'intérêt, dénommé démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires. Cet AMI, il est relativement récent et il a vocation à soutenir des projets de construction de démonstrateurs et il va intervenir en 2 phases. Une première phase de maturation des projets, une phase de 18 mois, une phase de 18 mois de maturation. C'est pas trop long puisque les projets qui sont recherchés sont particulièrement ambitieux et extrêmement structurés. Et ensuite, vous avez une phase de réalisation qui peut s'étaler sur 5 ans où là, vous serez vraiment dans l'exécution du projet, notamment dans la phase d'investissement. On recherche ici des projets collaboratifs et incluant au moins une collectivité territoriale et il faut que cette collectivité territoriale soit vraiment engagée opérationnellement, pas simplement sponsor, il faut qu'elle soit engagée opérationnellement. Ici, vous avez des dépenses qui démarrent à partir de 600 000 € uniquement sur la phase de maturation. Pour la phase de réalisation, on n'a pas encore les modalités de soutien. Donc, tous les chiffres que vous avez ici, c'est sur la phase de maturation. Et ça me permet de corriger ce que je vous ai dit juste avant, puisque ce n'est pas un dispositif qui est à la main de l'ANR, mais qui est un dispositif qui est à la main de la Banque des territoires, filiale de la Caisse des dépôts et consignations. L'aide prend la forme d'une subvention et avec une intensité de 50 %, donc maximum 300 000 € sur cette fameuse phase de maturation. Et vous avez des clôtures qui s'étalent sur l'année 2022. Le deuxième dispositif, qui celui-ci par contre, et là je ne fais pas d'erreur, est bien porté par l'ANR, consiste à soutenir des projets de R&D dans le développement de protéines végétales et dans la diversification de nos sources de protéines. L'idée étant justement de transitionner notre modèle agricole, peut-être en reculant un petit peu sur l'élevage intensif et en laissant une part plus importante sur la protéine végétale, qu'elle soit à destination de l'alimentation humaine directement ou qu'elle contribue à l'alimentation animale pour réduire la dépendance, notamment à l'import des tourteaux de soja. Cet appel à projet est organisé en 3 axes. Vous avez un axe qui est dédié à la production de légumineuses, donc qui touche vraiment à la logique de l'amont agricole. Ensuite, un axe sur la phase de transformation et de consommation de ces légumineuses. Et ensuite, un 3e axe sur des logiques de diversification et d'optimisation. Là, nous sommes dans une structuration de partenariat public-privé, ce qu'on retrouve assez régulièrement dans les dispositifs portés par l'ANR. Et les projets doivent s'étaler de 3 à 6 ans et sont pris assez tôt d'un point de vue de maturité technologique, puisqu'on est sur des TRL qui vont de 2 à 6. Le soutien est d'1 € pour 1 €, donc 50 % sous forme de subvention. Et la clôture, la prochaine clôture est au 28 avril 2022 et il est prévu une 2e vague sur le 2e semestre 2022. Le 3e dispositif qui est rattaché à la stratégie nationale alimentation durable et favorable à la santé, c'est l'appel à projet besoins alimentaires de demain. Cet appel à projet fait suite à un appel à manifestation d'intérêt qui avait été publié, je crois, sur le dernier trimestre ou en tout cas 2e semestre 2021. Et donc cet appel à projet permet de soutenir des projets de R&D innovation qui vont permettre d'arriver à la configuration de solutions permettant le développement d'aliments plus sains et plus durables, mais également touchant à des processus innovants, processus de transformation, et qui utiliseront les nouvelles technologies. Également sur des questions d'alimentarité des emballages, comment on fait pour réduire le plastique, en intégrant de nouveaux matériaux, notamment des matériaux biosourcés, mais tout en assurant que ces matériaux biosourcés seront bien aptes au contact alimentaire. Et l'émergence de nouveaux outils qui permettront de renforcer la traçabilité, mais également la transparence de l'information vis-à-vis du consommateur. Ces projets peuvent être soit portés individuellement par les entreprises, soit font l'objet d'une organisation sous forme de consortium, donc appelé également projet collaboratif. Lorsque vous portez le projet seul, il faut que vous ayez un budget de dépenses supérieur à 500 000 € et exprimé sur 4 ans. Par contre, quand vous rentrez dans un consortium, il faut que ce budget de dépenses soit supérieur à 2 millions € et qui peut être étalé sur 5 ans. L'aide peut aller de 25 à 80 % puisqu'on est sur un régime RDI, donc tout va dépendre de la taille de l'entreprise, de la typologie de R&D qui est menée
et elle sera, cette aide, versée sous forme d'une aide mixte entre la subvention et l'avance remboursable. L'opérateur en responsabilité sur ce dispositif étant Bpifrance et la clôture au 8 juin 2022. Il est encore temps de monter des dossiers. Mais au-delà de la stratégie nationale, il y a également des dispositifs qui sont en dehors de cette stratégie et qui peuvent être à la main des acteurs de l'agroalimentaire. Un dispositif qui est très récent, qui s'appelle l'appel à projet Première Usine, va permettre de soutenir des programmes d'industrialisation de projets innovants. Les bénéficiaires sont principalement des PME et dans les PME, idéalement, plutôt des catégories start-up qui sont vraiment en phase de démarrage de leur industrialisation. Malgré tout, des ETI peuvent concourir également à ce dispositif-là, dès lors qu'elles ont montré qu'elles vont investir dans une nouvelle unité de production pour un produit innovant et en utilisant des technologies également innovantes. Les projets, pour l'essentiel de ce qu'on peut retenir aujourd'hui, ça va être l'idée d'accompagner les premières unités de production industrielle, notamment pour les problématiques des startups qui ont consommé beaucoup de cash sur la phase de développement de leurs produits. Et au moment d'investir dans soit la ligne pilote, soit l'unité de production, ça fait appel à des niveaux de capitaux qui sont très importants et qui nécessitent bien souvent de faire appel à des capitaux extérieurs sous forme d'equity et avec potentiellement une perte de contrôle de l'entreprise pour les porteurs de projets. Donc l'idée, c'est d'accompagner dans cette phase-là, non pas d'empêcher l'intervention d'investisseurs, mais d'accompagner l'intervention d'investisseurs avec des dispositifs d'aide sur la mise en place de nouvelles unités de production ou installation pilote, voire plateforme industrielle mutualisée qui peut être portée par un opérateur public ou un opérateur privé. Les modalités, il faut pouvoir déclencher quand même minimum 5 millions d'euros d'investissement. Alors c'est beaucoup et en même temps, il faut bien tenir compte du fait que l'assiette des dépenses est très large puisqu'on y intègre également le foncier, les dépenses liées à l'immobilier, donc soit de l'acquisition ou de la construction. Voilà, donc on peut vite monter en construction d'usine de toute façon à ces budgets-là. L'aide est indiquée avec une intensité de 20 à 30% et avec un mélange de subventions et d'avances récupérables en cas de succès. Une avance récupérable en cas de succès, c'est une avance remboursable, donc qui, en théorie, doit être remboursée, mais qui peut comporter certaines clauses dans le contrat, et notamment des clauses qui lui permettront de se transformer en subvention s'il y a un échec total ou partiel sur le projet. Donc ce sont des clauses à bien définir avec l'opérateur Bpifrance. La clôture du dispositif est au 15 décembre 2026 et il y a 3 relèves par an. Donc là, on est vraiment au tout début de l'existence de ce dispositif et à mon avis, beaucoup de porteurs de projets vont pouvoir s'engouffrer dans cette opportunité. Le deuxième dispositif n'existe pas encore. Contrairement à la slide qui indique dispositif ouvert, celle-ci, on a préféré la mettre quand même, mais pour l'instant, c'est à l'état de projet. On n'a pas encore exactement les grandes caractéristiques de ce dispositif, mais en tout cas, on a les intentions. L'idée, c'est d'accompagner les porteurs de projets dans l'investissement industriel de pointe. Ça serait toute entreprise industrielle, donc tout secteur d'activité, y compris l'agroalimentaire, bien sûr, dès lors qu'on a pour projet de moderniser l'usine et les lignes de production avec une forte composante numérique. Donc, on parle de connectivité, on parle de 5G, on parle de cloud, on parle d'IoT. Voilà, donc on attend un peu plus de détails, mais je voulais vous sensibiliser sur le fait que probablement dans les tout prochains mois, on aura un dispositif qui sera assez intéressant à regarder. Ensuite, vous avez des PIA régionalisés. Donc, ce sont les programmes d'investissement d'avenir. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du PIA 4. Il y a le PIA 4 qui est piloté au niveau national, mais vous avez également des enveloppes qui sont régionalisées, qui permettent en fait aux régions vraiment d'accompagner des problématiques de leur propre territoire. Aujourd'hui, la première région à avoir déployé de façon complète son PIA régionalisé, c'est la région Pays de la Loire. Les autres régions sont en train de le déployer. Donc, elles sont en train de voter les budgets si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, elles sont en train d'allouer ces budgets sur certains dispositifs d'aide qui peuvent être des dispositifs d'aide pour l'innovation individuelle, pour des structurations ou des transformations de filières. Ça peut être pour des projets collaboratifs, ça peut être pour l'ingénierie pédagogique. Voilà. Donc, ça peut être sur plein de sujets. Et bien souvent, il faut se rapprocher de votre région de rattachement pour avoir un petit peu une vision des typologies de projets qu'elles vont soutenir. Et ensuite, vous avez bien sûr, et à ne pas négliger, la collaboration entre les régions et l'Europe à travers le fonds FEADER,
qui va permettre cette fois-ci de sortir de la logique d'innovation pour rentrer sur une logique de soutien à l'investissement productif. Les bénéficiaires sont des bénéficiaires de toute taille, PME, ETI, grandes entreprises. Simplement, pour les grandes entreprises, on est sur des régimes d'aide qui sont très spécifiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très technique, mais si vous êtes concerné par le cas, on pourra vous éclairer si besoin. L'objectif, c'est de soutenir des investissements industriels qui permettent de transformer une matière première agricole qui, idéalement, sera produite sur le territoire. Donc, l'idée, c'est vraiment de rapprocher le maillon de transformation et de le rendre compétitif pour faire en sorte que le maillon en amont, tissu agricole, soit pérennisé sur le territoire. Et ces aides, alors je vous ai donné des grandes catégories, un minimum 400 500 000 euros. Bien sûr, ça dépend des régions, mais dans la moyenne des projets qu'on retrouve, c'est plutôt ça, avec des niveaux d'aide qui vont de 25 à 80%. Encore une fois, ça dépend des régions et des types de régimes qui peuvent être activés. Voilà, donc ça fait quelques dispositifs quand même. Il y en a 7 qui ont été présentés ici. Ce sont les principaux hein, qui peuvent s'appliquer à votre secteur d'activité. Comme indiqué en préambule, et ce qui est très important également, c'est de vous donner les 4 grandes règles qu'il faut respecter lorsque vous souhaitez mobiliser des aides publiques, simplement pour éviter les déceptions liées à des échecs. La première d'entre elles, c'est évident, hein, mais c'est bien de le préciser quand même, puisqu'on a vu des cas de figure où des entreprises ont passé beaucoup de temps sur des montages de dossiers alors qu'elles n'étaient pas éligibles au dispositif. Eh bien, première règle, c'est de bien valider votre éligibilité. Ça passe par l'analyse du secteur d'activité, mais également de la taille de l'entreprise. Bien sûr, l'analyse de la situation financière de l'entreprise, parce que si vous êtes qualifié d'entreprise en difficulté au sens européen du terme, vous ne pourrez pas candidater à une demande d'aide. Et évidemment, s'assurer de l'adéquation du projet avec les objectifs de l'aide. À ce niveau-là, vous pouvez même envisager déjà d'avoir des premiers niveaux d'échange avec les interlocuteurs qui sont responsables du programme d'aide pour vérifier que vous êtes bien éligible avant de passer sur des phases de montage de dossier qui peuvent être parfois assez chronophages. Deuxième point très important, c'est faire sa demande dans les temps. Alors, faire sa demande de soutien préalablement à l'engagement de son projet, ça, c'est un prérequis, c'est imposé par la réglementation européenne. Si votre projet est démarré, autrement dit, si vous avez signé des bons de commande ou des devis, ou que les travaux ont démarré, à ce moment-là, il est trop tard. Vous ne pourrez pas valoriser votre projet, à moins peut-être de le séquencer en différentes phases, mais là, il faut y aller avec beaucoup de précautions. Bien sûr, vous avez des dispositifs fiscaux sur les projets d'innovation qui permettent une rétroactivité, hein. Le crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation valorise des dépenses qui sont liées au passé. Mais pour tout le reste, tout ce qui appartient à la valorisation de projets futurs, il faudra engager les dépenses après avoir saisi les financeurs publics. Autre point, sur certains dispositifs, vous avez un phénomène de première arrivée, premier servi. Donc ça veut dire que quand on dit faire sa demande dans les temps, ça veut dire parfois aussi être capable de faire un dépôt de dossier de façon très rapide, mais sans négliger la qualité de ce dossier. Troisième règle absolue à respecter, bien optimiser le budget, puisque vous savez, les aides publiques s'expriment en pourcentage. Donc, c'est un pourcentage d'aide sur le budget qui est proposé. En réalité, c'est un pourcentage d'aide sur une assiette de dépenses éligibles. Et le fait de bien qualifier vos dépenses va jouer sur l'assiette qui sera la base sur laquelle s'appliquera le taux. Donc, bien sûr, on peut être très content d'avoir 30% de subvention, mais si on a mal calibré son assiette de dépenses éligibles, bah, finalement, on n'aura pas optimisé les 30% qui étaient promis par le financeur public. Et bien qualifier son assiette des dépenses éligibles, ça permet également d'optimiser de façon, de bien optimiser finalement la cohabitation entre différents dispositifs d'aide qui peuvent se cumuler. Dernier point, c'est bien sécuriser sa demande d'aide. Dans le cycle de relation avec un financeur public, vous allez avoir un temps fort qui va être la prise de décision du financeur public. Et quand cette prise de décision se matérialise par un accord, il débouche sur l'émission d'une convention d'aide qui est finalement le contrat d'aide et qui va donner toutes les règles qui vont vous permettre de suivre scrupuleusement votre accord avec lui. Ce contrat qui prend la forme d'une convention doit être parfaitement analysé au moment où vous la recevez et avant de la signer. Et ensuite, elle doit être parfaitement respectée. Et le respect de cette convention, elle peut passer par la justification de l'ensemble des opérations. Elle peut passer également par la rédaction de rapports intermédiaires, de rapports finaux. Ça peut être également l'organisation d'une visite sur site pour constater que les travaux ont bien été effectués comme présenté dans le projet. Voilà, et ça, c'est essentiel puisque une aide publique est définitivement acquise une fois que le dossier est soldé et non pas une fois que le financeur public s'est
s'est prononcé favorablement sur l'accompagnement de votre projet. Voilà, ça c'est pour les 4 règles. C'était le propos qui permettait de terminer cette présentation. Vous avez ici l'ensemble de mes coordonnées qui permettront, si vous souhaitez, de m'adresser un message pour évoquer des situations plus particulières et de façon différée. Et vous avez également vos interlocuteurs de l'ANIA qui sont disponibles pour pouvoir éventuellement router un certain nombre de questions. Merci Régis. Je Ouais, t'en prie. Peut-être vous as-tu m'entendez? des questions entre-temps? Alors, je vais aller voir. Non, bah, il n'y a pas beaucoup de questions, je crois. Alors, attendez. Il y a Philippe Incelin, pardon, qui pose la question. Il n'y a plus de régime à le régime de transformation des produits agricoles qui permet d'aller jusqu'à 40% pour les produits de l'annexe 1. Les produits de l'annexe 1, c'est les produits agricoles. Je ne sais pas si tu as la réponse parce que c'est un truc un peu spécifique. Oui, oui, tout à fait. En fait, ce régime-là, il est intégré dans ce qu'on appelle les PDR, donc les programmes de développement ruraux, qui sont rédigés par les régions et qui sont validés par la Commission européenne. Et dès lors que le PDR a été validé, à ce moment-là, ça autorise la région à et non seulement la région débloque ses propres fonds pour soutenir le projet et automatiquement va capter un abondement de la Commission européenne. Et effectivement, les taux d'intervention peuvent aller jusqu'à 40% sur ces projets-là. Ça dépend encore une fois de la taille de l'entreprise, ça dépend des régions, ça dépend de si dans le dispositif d'aide, il y a des systèmes de bonus ou pas qui permettent d'atteindre ces 40%. Voilà. Mais bien sûr, il existe toujours. J'espère que ça a répondu à les questions. Merci. Philippe, tu peux t'exprimer. On n'est pas très nombreux, mais je pense que oui. Je ne sais pas si Philippe est encore connecté, mais globalement, oui. Bonjour, oui, je suis toujours là, Françoise. Merci en tout cas de la présentation. Oui, ça répond bien à la demande, parce que justement, comme je ne l'avais pas vu, je m'interrogeais en me disant est-ce que ça existe toujours? Donc, la réponse me va parfaitement. Après, puisque j'ai la parole, je vais en poser une deuxième. On parle beaucoup justement de tout ce qui est je vais louper le mot, mais autonomie, résilience, produire Souveraineté. local. Ouais. Et quand on regarde un petit peu les dispositifs, on est essentiellement sur des dispositifs liés à l'innovation, sur des nouveaux produits, mais sur tout ce qui est structuration filière pour aider, je pense notamment des PME, je produis, je transforme, je consomme local. Pour l'instant, on ne voit pas de dispositif particulier de soutien à l'investissement dans les PME pour justement faciliter la transformation à partir de produits locaux. Oui, OK. Alors, une chose, c'est que cette présentation, elle a vocation à présenter l'essentiel, mais ne prétend pas être exhaustive. C'est pas possible de faire une présentation exhaustive, sinon de passer la semaine ensemble pour qu'on vous présente 90 dispositifs. Mais votre remarque est juste et il y a 2 possibilités d'y répondre pour le financeur public. Soit il y a des dispositifs qui prévoient vraiment la logique de structuration de filière, y compris dans l'agricole. Ça veut dire de faire collaborer différents maillons de la chaîne entre l'amont, celui de la transformation et l'aval. Il y a des dispositifs qui existent pour ça. Parfois, ils sont à la main de France Agrimaire, notamment sur la structuration de filière. Parfois, ils peuvent rentrer dans des PIA régionalisés et ils peuvent avoir des composantes innovantes et des composantes investissement. Voilà. Donc, il y a des dispositifs. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y en a, vous trouverez celui qui correspond bien à votre propre projet. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse consiste à dire que lorsqu'on va aller chercher un dispositif d'aide, notamment ceux que j'ai présentés, dans la présentation du projet, on va indiquer que cet investissement, que ce soit un investissement innovant ou un investissement productif, concourt à la mise en place d'une filière dans une logique de circuit court, de production et de transformation locale et ainsi de suite. Et le fait d'expliquer qu'on intervient dans ce contexte-là augmente considérablement les chances de succès de votre projet. Je vous donne un exemple, sans donner de nom d'entreprise. Sur l'appel à projet national alimentation de demain. On a pu échanger avec un candidat qui avait un porteur de projet, qui avait un projet qu'il portait sur un emballage biosourcé. La problématique qui a été rencontrée et qui a fait que le dossier n'est pas passé, c'est que le sourcing de sa matière première provenait à 75 ou 80% d'un pays étranger et en plus hors communauté européenne. Voilà, l'Asie pour faire simple.
Et donc, en fait, dans l'équation économique, le financeur public ne s'est pas retrouvé, puisque l'idée était d'importer 80% de cette matière de l'extérieur, d'avoir un niveau de transformation qui se faisait effectivement en local, mais qui ne permettait pas l'émergence d'une filière, ne permettait pas de considérer qu'on gagnait en souveraineté. Voilà, on était juste sur une opération technique, et donc le dossier n'a pas été retenu. Contrairement à un autre sujet sur lequel on est en train de travailler, où là, effectivement, il y a la mise en place d'une filière. On est toujours dans l'emballage, toujours sur du biosourcé, mais il y a un partenariat avec des agriculteurs en amont qui vont pouvoir amener la matière qui sera transformée en plus dans le cadre d'un processus innovant et qui se termine par un emballage qui sera, lui, apte au contact alimentaire. Donc là, on a toutes nos chances. On n'est pourtant pas sur la valorisation à travers un dispositif de structuration de filière, mais dans un dispositif qui est plus générique, dans lequel, bien sûr, on va valoriser le fait qu'on est en structuration de filière. La réponse est peut-être un peu longue, mais c'est pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas un dispositif intitulé structuration de filière que ce n'est pas possible de les soutenir. Je pense que l'idée aussi, c'est que quand on parle relocalisation ou souveraineté, on ne s'attend pas forcément aux régimes qui sont les plus mis en avant par les... Il faut plus aller les chercher, ceux-là, en fait. C'est ça qui est un peu étrange, mais en effet, ils existent. J'ai d'autres questions pour toi, Régis. Alors, on nous demande si le fait d'avoir obtenu une subvention dans le cadre de France Relance était limitant pour obtenir une subvention dans le cadre de France 2030. Je te laisse répondre. Merci pour la question. Il n'y a pas de règle absolue là-dessus. Il n'y a pas d'écrit en tout cas. Ensuite, alors comme nous, on a un volume de dossiers qui est significatif, je suis capable de vous répondre oui et non. C'est-à-dire qu'on a des clients qui ont été multilauréats, par exemple France Relance, et pour lesquels il peut y avoir encore des opportunités France 2030. Et d'autres clients sur lesquels on a eu des fins de non-recevoir sur des deuxièmes ou troisièmes demandes. Et ces refus ont été notamment justifiés par le fait que l'entreprise avait déjà été soutenue dans le cadre de France 2030, de France Relance, pardon. Donc, je pense que ça peut être limitant si le projet n'a pas un impact extrêmement important. Voilà, donc ça peut être une occasion pour le financeur public de ne pas soutenir. Par contre, si vraiment on a un impact très fort de ce projet, quand bien même il y a déjà eu des soutiens en amont, le dossier pourra être valorisé et passé. C'est un peu une réponse de Normand, mais en fait qui est conforme à la réalité de ce qu'on rencontre sur le terrain. Mais est-ce qu'il y a des différences selon les régions ou l'opérateur c'est possible, à mon avis, que ce ne soit pas géré pareil par tous les opérateurs? Mais de toute façon, sur les dispositifs France 2030 et France Relance, on est plutôt sur des instructions de niveau national. Donc, Oui. donc ça veut dire qu'il n'y aura pas vraiment de différence selon les régions. Ça va vraiment plutôt être en fonction des projets. Mais il y a eu des grands groupes qui ont été soutenus 7, 8 fois dans le cadre de France Relance sur différents établissements et différents projets. Parce que c'était des projets stratégiques en tout cas estimés comme stratégiques pour la nation et la souveraineté. Merci. J'ai une question sur la création d'un Food Lab. Donc Bénédicte Philippe qui nous dit on projette d'adosser un Food Lab à notre incubateur. Est-ce que la construction du Food Lab pourrait rentrer dans le dispositif de l'appel à manifestation d'intérêt démonstrateurs territoriaux Impossible pour moi de répondre aussi directement. Il faut vraiment qu'on plonge dans le projet, faut qu'on connaisse les parties prenantes, les ambitions à 5 ou 10 ans de ce Food Lab. Voilà, mais vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas à revenir vers moi et on fera une analyse vraiment approfondie de l'opportunité. Tout ce que je peux dire, c'est que sur ce dispositif-là, démonstrateurs territoriaux, il est extrêmement structurant. Donc ça veut dire qu'il faut être capable de monter un consortium et de l'animer avec des parties prenantes qui peuvent avoir des cultures différentes, puisqu'il peut y avoir de la collectivité territoriale, il peut y avoir des centres de recherche, il peut y avoir des porteurs, des industriels, enfin voilà. Mais à vos dispositions si vous voulez qu'on rentre un peu plus dans le détail. Oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à solliciter un rendez-vous comme vous l'avez proposé au moment de l'inscription au webinaire. Ça, c'est possible et c'est prévu du coup
dans le cadre du partenariat. Monsieur Dominibus qui nous demande si le PowerPoint sera partagé. En effet, vous le recevrez. Vous aurez aussi le lien vers le replay. Est-ce que vous avez d'autres questions? On n'est pas très nombreux, donc vous pouvez même ouvrir votre micro et parler directement à Régis si vous le souhaitez. Il y a potentiellement quelques personnes d'ABF qui sont connectées. Si elles ont envie d'apporter du propos complémentaire sur des choses que je n'aurais pas dit, en tout cas qui permettent d'éclairer les porteurs de projets, il ne faut pas hésiter, bien sûr. Je pense qu'il n'y a plus de questions, Régis. Ça a été Bien. très utile, très Super. intéressant, je pense. Attendez, je vérifie. J'ai une notification. Ah, vas-y, Stéphanie, tu peux prendre la parole. Merci beaucoup, Françoise. Bonjour, Stéphanie Furet de la FICT. Donc, je représente les entreprises de charcuterie Salaison. Donc, nous sommes membres de l'ANIA. Est-ce que vous pouvez me donner un aperçu comment se passe en fait la prise de contact avec les entreprises? En combien de temps elles ont une réponse de votre part? Quel est le financement un petit peu très rapidement d'ABF en fait sur ce type de projet? Alors, dans le cadre de notre relation avec notre marché, on n'intervient que sur recommandation. On intervient sur recommandation de nos clients et également de recommandation d'un tissu de partenaires. L'ANIA en fait partie. Nous avons des grandes banques qui en font partie, des fonds d'investissement. En tout cas, des gens qui ont compris notre métier et qui, à un moment donné, jugent utile de nous mettre en relation avec un porteur de projet. Ça, c'est la première chose. Ensuite, concernant les adhérents à votre fédération, et les entreprises charcutières, il y a bien sûr des enjeux de transformation qui sont très importants. Alors, on a une expertise très forte sur l'agroalimentaire, puisque notamment depuis l'ouverture du bureau de Nantes, on a appris beaucoup de sujets sur Pays de Loire et Bretagne. Et comme vous le savez, ce sont des territoires qui sont très puissants en agroalimentaire et pour lesquels les enveloppes de fonds FEADER sont très importantes. Donc tout ce qui va être analyse en volume et en valeur des matières premières entrantes et également des produits sortants, on le maîtrise parfaitement. Et également dans votre secteur, puisque en fonction du niveau de la saucisserie et ainsi de suite et des volumes, il peut y avoir des variations et qui peuvent exclure ou inclure des porteurs de projets pour ces fonds-là. On est capable d'aller très vite dans la mise en relation, soit sur des rendez-vous physiques, soit sur des rendez-vous distanciels. Et on est capable d'aller très vite sur le premier niveau de diagnostic qu'on peut donner, c'est-à-dire la visibilité ou la grande trajectoire que l'entreprise peut dessiner pour aller chercher une aide. Et après, si ça faisait partie de votre question, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais autant que j'aborde le sujet, en termes de modèle économique, chez nous, on a une rémunération qui est essentiellement exprimée au succès, c'est-à-dire que la facturation sera en proportion de l'aide que l'on aura obtenue pour le compte de nos clients. On a une part forfaitaire en démarrage de mission, qui est marginale dans le volume global. Autre question. Stéphanie? Non, oui, ça a coupé en fait, je suis désolée. Ah, mais ça a Donc, coupé. en fait, moi, je me suis arrêtée à la rémunération exprimée au succès. Voilà. Après, Et il rajoutait qu'il y avait juste un forfait au départ. D'accord. Un petit forfait au départ, simplement. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, du coup, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ce qu'a dit Régis, c'est vrai, c'est que vous pouvez l'appeler pour échanger, au moins pour un échange préliminaire sur vos projets. Vous pouvez aussi passer par moi si vous le souhaitez. Et puis, il y a des experts d'ABF qui sont complètement disponibles pour des échanges sur des projets précis. L'idée, c'est de qualifier le projet, quoi. Est-ce qu'il est éligible? C'est ce que disait Régis tout à l'heure, c'est qu'on a tous vu des entreprises passer du temps à monter un dossier pour se rendre compte à la fin qu'ils ne cochaient pas les cases. Donc, ce travail préalable est essentiel. Voilà. Et aussi n'hésitez pas à contacter, enfin, à me contacter ou à contacter ABF Décision pour savoir si vos projets quel guichet pourrait convenir pour le projet que vous avez dans le tiroir et que vous aimeriez bien sortir du tiroir. Voilà. Très bien. Merci Régis. Merci. Je te Merci à laisse. tous. Ouais, voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On vous envoie Merci le lien beaucoup. vers le replay, on vous envoie les slides. Merci de votre présence en tout cas. Très bien, merci beaucoup. Merci. Belle journée à vous. Au revoir.